Bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette formation sur que Najib va nous présenter ce soir, donc sur les contacts dans le 5-5 et dans le 3-3. Alors on a testé un petit peu tout à l'heure, on a eu quelques soucis sur certaines vidéos qui doivent vous passer. Si jamais il y a des petites difficultés, on vous les enverra a posteriori. Et pour les vidéos 3.3, je vous les mettrai dans les commentaires. Donc vous avez en haut à droite la petite bulle. Certains s'en sont déjà servis pour dire bonjour. Donc je vous mettrai les liens en commentaire pour que vous puissiez avoir accès aux vidéos. Et n'hésitez pas à poser vos questions via les commentaires. Je les répercuterai à Najib, parce qu'on vous demander de garder vos caméras et vos micros coupés pour faciliter l'intervention. Merci Najib du coup d'être là ce soir, et puis je te laisse la main. Merci à toi Jonathan pour l'invitation. Bon, ça me fait extrêmement plaisir d'intervenir pour la Ligue de Bretagne, donc ma ligue, même si aujourd'hui je suis licencié à Paris. Pour ceux que je ne connais pas, je vais me présenter rapidement. Donc Najib Chagizine, donc je suis arbitre de haut niveau en 5-5, en Pro B Ligue féminine, et je suis arbitre international en 3-3. Donc j'ai également une double casquette. Je suis salarié à la Fédération française de basket. Je suis responsable du service soutien au club. Donc l'idée aujourd'hui de la thématique, c'est on va travailler sur les thèmes du contact entre le 5-5 et le 3-3. Bon, on est un peu moins de 40, donc je pense qu'on va réussir à faire quelque chose d'un peu participatif. Et on va dans un premier temps aborder un peu les contacts en 5-5, les notions de contact, les notions de réduction de distance, etc. On va quand même être assez technique. Donc, quand je vois les noms, bon, il y a quand même presque que des basketteurs, donc on va pouvoir parler technique concrètement. Et on finira par le 3-3 et les différences du 3-3. Donc juste avant de lancer là, le PowerPoint, donc comme disait Joe là sur la vidéo, certaines vidéos peuvent être un peu lentes, ça peut bugger. Donc l'idée c'est vraiment qu'on puisse avoir un moment d'échange et qu'on puisse illustrer tout ça. Donc déjà, le 5-5 et le 3-3. Qui est courageux là, veut prendre la parole et nous donner un peu les différences entre le 5-5 et le 3 globalement. Sinon, je vais désigner, ça sera plus simple. Qui je vois Je préfère vous laisser venir. Si quelqu'un est OK, vous ouvrez le micro. Sinon, je vais proposer à Hamza, si tu es là. Ah, ok. Ou Emilien. Oui, vous m'entendez? Très bien. Je suis en Haïti, dans le nord, au Cap Haïtien. Et je vous suis de près. Bon, naturellement, la différence qu'il y a entre 5-5 pour les contacts, c'est que on a besoin de trois arbitres, ok, pour gérer et bon, disons en anglais les baselines, ok, mais au niveau pour le 3-3, on n'a pas besoin de tous ces arbitres. On a juste besoin de ces arbitres pour. Ok. Donc première chose, la différence en 3-3, on a 2 et en 5-5, on a 3 arbitres. Est-ce que souvent quand on... Merci pour l'intervention. Souvent quand on parle du 5-5 et du 3-3, on se dit oui, la plupart du temps on peut entendre hein, oui, le 3-3 c'est pas du basket, ou le 3-3, des gens qui sont un peu réfractaires au 3-3, mais ça on peut l'entendre dans le sens où c'est deux disciplines totalement différentes. Oui, le chat est visible. Si vous voulez poser vos questions via le chat, je le vois, donc n'hésitez pas. Mais le 3-3, donc pour faire très simple, c'est un sport qui se joue à 3 contre 3, en demi-terrain. Le 5-5, donc 5 contre 5, c'est le basket classique que l'on connaît, sur un terrain entier. Qu'est-ce que ça engendre tout ça? C'est-à-dire que
En 3-3, on a beaucoup plus d'espace pour jouer qu'en 5-5. Donc, on n'est que 6 joueurs sur un demi-terrain au lieu de 10. Donc, forcément, ça va un peu plus vite, c'est un peu plus physique. Encore une fois, c'est pas le même sport. Donc, on va essayer de passer les clips déjà pour identifier sur le 5-5. Donc, Jonathan, j'ai plus accès au chat. Donc, si jamais il y a des questions sur le chat, n'hésite pas à me les donner. Ouais, je te les transmets à chaque fois. Est-ce que tu vois le PowerPoint là, Joe? Ouais. Normalement, il s'affiche pour tout le monde. Ok. Donc là, on va vous parler du cylindre. Souvent, on entend le cylindre. On va faire très, très simple. Ça se fait en 5-5 ou en 3-3. On va définir qu'est-ce qu'un cylindre chez le basketteur. Et ensuite, on verra qui fait faute. Pour faire très simple, pour parler très simplement. Le cylindre. Comment est-ce qu'on limite le cylindre d'un joueur attaquant porteur du ballon? Donc, ici, vous avez le schéma. À l'avant, par ses pieds, ses genoux fléchis, en tenant le ballon au-dessus des hanches. À l'arrière, par les fesses. Et sur le côté, par le bord extérieur de ses coudes et de ses jambes. Donc ça, c'est hyper important d'avoir ça en tête. Souvent, on entend oui, mais il n'est pas dans son cylindre. Voilà, il y a des arbitres qui peuvent donner cette justification-là. Il y a des techniciens qui peuvent aussi contester en parlant de cylindre, etc. Mais avant de parler de cylindre, il faut savoir qu'est-ce qu'un cylindre. C'est quoi le cylindre? Donc là, je pense qu'il y a les deux petites images que vous voyez en bas qui définissent vraiment bien qu'est-ce qu'un cylindre. Ensuite, il y a la notion, que ça soit en 5-5 ou en 3-3, il y a quelque chose qui est important, c'est on se pose la question de qui avance vers qui. Ça, c'est le plus important, encore une fois. Qui avance vers qui? Est-ce que c'est l'attaquant qui avance vers le défenseur ou est-ce que c'est le défenseur qui avance vers l'attaquant? Ou alors, est-ce que c'est les deux? Ça, c'est les deux. On dit que l'attaquant ici, c'est le défenseur qui avance vers l'attaquant et l'attaque vers la défense. Exactement, Hugo. Donc, par rapport à ça, qui est responsable du contact? C'est celui qui avance vers l'autre. Si les deux avancent en même temps, c'est toujours le défenseur qui sera sanctionné. Ça, c'est des trucs vraiment de base. On va reprendre la base pour que ce soit un peu plus facile pour nous. Donc, la base, c'est le cylindre. Est-ce que le cylindre est respecté? Oui ou non? Et ensuite, qui avance vers qui? Est-ce que c'est le défenseur qui avance vers l'attaquant? Donc là, c'est faute défenseur. Ou alors, est-ce que c'est l'attaquant qui avance vers le défenseur? Et là, potentiellement, ça peut être une faute offensive. On va passer sur le clip numéro 1. Quelle question on se pose? Donc, on a essayé de sélectionner des images assez claires, donc du championnat espoir, assez clair, ça joue assez vite et c'est plutôt cohérent par rapport sans doute au niveau où vous officiez. Voilà, l'idée, c'était pas de sortir des images de Jeep Elite ou de Champions League ou quoi que ce soit. Le niveau espoir, je pense que c'est le niveau qui parle le mieux pour tout le monde. Donc là, pareil, situation de drive. La question à se poser, qui avance vers qui? Est-ce que vous pouvez me répondre là-dessus? Qui avance vers qui pour vous sur cette situation? Dans cette situation, c'est le défenseur qui allait trouver l'attaquant. Ok, très bien. Je la repasse une dernière fois. Alors juste pour faciliter, préférez les réponses en commentaire, ça sera plus simple que si vous êtes plusieurs à allumer vos micros. Très bien. Donc vous répondez par le chat si c'est OK. Hugo, je vous repasse le clip. Attaque vers défense, attaque vers défense, OK. Et d'autres, défense vers attaque. Bon, alors déjà, souvent on l'entend auprès des entraîneurs, auprès de tout le monde, c'est hyper important
que les arbitres, je sais qu'il n'y a pas que des arbitres ici, c'est pas très gênant, mais pour les arbitres qui nous regardent, c'est hyper important qu'on soit tous d'accord sur les critères et sur ce qu'on a vu. C'est important. Ça, c'est ce qu'on appelle la cohérence. Là, en l'occurrence, on parlait des deux qui avancent. En effet, l'attaquant monte au dunk, donc l'attaquant avance vers le défenseur. Par contre, le défenseur avance également, donc les deux avancent. Lorsque les deux avancent, on a dit c'est systématiquement faute du défenseur. On n'a pas parlé d'un critère, on va plus en parler en 3-3 après. C'est par rapport à la notion de tireur, l'action de tir. Dans le basket, c'est très très simple. On projette toujours l'action de tir. Sur l'action de tir, s'il y a responsabilité défenseur, ça sera systématiquement une faute qui sera sifflée. Voilà. Donc, Joe, c'est ce que tu dis. FDF alors. Parfait. Les deux avancent, action de tir, il faut siffler faute défenseur. C'est bon pour tous? On passe à la situation suivante. Beaucoup. On va repasser plusieurs fois pour ceux à qui ça lag un peu. Cette vidéo, je vous la repasse 2 fois volontairement. Et ensuite, on reviendra dessus. Ok. Cette vidéo, elle explique quelque chose d'hyper important dans le basket. Souvent, on dit oui, le basket, il n'y a pas de sport de contact. Souvent, les handballeurs disent ça. Oui, le basket, c'est un sport sans contact, etc., etc. Bon, un handballeur qui a vu un match de basket, il va vite voir et comprendre que le basket, il y a quand même pas mal de contacts. Emilien, tu es trop rapide. Ma question, c'était, on va parler un peu de l'avantage et désavantage. Souvent, on voit les arbitres de foot faire le signe avantage, ça joue. Au basket, pendant longtemps, c'était un peu tabou, ça. On disait, avant que ça soit bien marqué dans le règlement, on disait, il n'y a pas de notion d'avantage, il n'y a pas d'avantage, désavantage au basket. C'est ou faute ou rien du tout. Voilà. Sauf qu'on s'est rendu compte que le règlement, il est quand même appliqué à la lettre par certains arbitres, et du coup, ça faisait des matchs à 40 fautes à la fin du match. Donc, en gros, c'était ingérable. En 2008, il me semble, il y a cette notion d'avantage-désavantage qui est venue se rajouter en plus dans le règlement. En gros, c'est très simple. C'est pas l'objectif du basket, c'est de marquer des paniers. En l'occurrence, il y aura plein de petites fautes qui ne gênent ni la trajectoire, ni la vitesse, ni l'équilibre du joueur. Si ces 3 critères-là, ils ne sont pas impactés, il faut laisser jouer. Là, le copain, il va aller marquer un panier. Donc, on ne peut pas siffler une faute alors que son objectif, c'est d'aller marquer et qu'il marque au final. Donc là, on a sifflé faute, on est obligé d'annuler le panier et de remettre la remise en jeu côté. Est-ce que c'est clair pour tous ou pas? Visiblement, sur le chat, on était plutôt tous d'accord. Je vais la remettre pour qu'on ait cette image-là, tous ensemble. Voilà. Drive, ici la faute, ensuite il marque. Sauf que lorsqu'on siffle, c'est bien avant le tir, donc on est obligé d'annuler le panier. Ça a quand même une conséquence sur notre rôle. On dit que le rôle de l'arbitre, et ça les gars et les filles, c'est hyper important de le garder dans votre petite tête. L'arbitre, c'est un facilitateur de jeu. Il n'est pas là pour siffler tout ce qu'il voit. Il est là pour rendre le basket un peu plus sexy que ce qu'il y a en fait. Hein. C'est-à-dire que toutes les petites fautes qui polluent, si ça ne gêne ni la direction, ni la vitesse, ni l'équilibre du joueur, il faut laisser jouer. Il n'y a pas action de tir parce qu'au moment où il siffle, au moment de la faute, il y a un dribble juste après. Pour te répondre, Hugo. Autre situation? Je repasse 3 fois au total.
Ce clip est un peu plus long, je le remets. Ça se passe de ce côté du terrain. Alors, je vois qu'il y a des questions sur le chat. Ouais, j'allais te la proposer juste après cette vidéo-là. Ok, juste après la vidéo, si tu veux bien, parce que cette vidéo-là, elle est hyper intéressante pour nous. On a parlé de cylindre, c'était clair pour tous. On a parlé de qui avance vers qui, c'était clair pour tous. Maintenant, on va parler de la position légale de défense. Un défenseur, pour bien défendre, il doit faire face, systématiquement. C'est très simple. Un défenseur qui ne fait pas face, il sera systématiquement responsable du contact. Systématiquement. Pourquoi? Parce qu'il faut faire face et cadrer les appuis. Donc là, en l'occurrence, vous avez tous bien répondu. Faute défenseur, obstruction. Oui, c'est l'attaquant qui avance, on est d'accord, parce que le défenseur, il ne bouge pas. Il s'est arrêté, il essaye de provoquer la faute offensive, sauf que je pense qu'il a peur, il a vu le Solter arriver avec ses 100 kilos, il s'est mis un peu sur le côté, et au final, contact sur l'épaule, action tir, faute défenseur. Très, très bien, les gars. Arnaud, Ouais. Joe, tu avais une question. Ouais, c'est ça. Donc, sinon, ouais, les réponses sont assez unanimes. Il y a une question de Marine Paul. Du coup, la notion d'avantage est-elle dans le règlement? Comment c'est précisé et comment le justifier auprès des coachs? Alors, la notion d'avantage et désavantage, oui, elle est dans le règlement. Qu'est-il dit également? Donc, principalement, comment le justifier auprès des coachs pour vous répondre globalement, Marie-Paul. Comment justifier auprès des coachs la notion d'avantage? Là, clairement, c'est de la connaissance de jeu. L'arbitre, il doit maîtriser le jeu. Il doit savoir ce qui est bon et pas bon. Merci pour les articles, Hicham et Zaria. Merci. L'importance, c'est quoi? C'est de savoir est-ce que ce que je vais siffler, est-ce que c'est nécessaire, oui ou non au jeu? Première chose, est-ce que c'est nécessaire? Deuxième chose, ce que je vous ai dit là. Et ça, c'est hyper important, notez-les. Ces 3 repères, c'est pas noté dans le règlement, mais vous, c'est un outil que je vous donne pour pouvoir répondre aux potentielles contestations. C'est l'équilibre du joueur n'est pas impacté. 2, l'orientation du joueur ne change pas. C'est que grâce à ma faute, le gars, il voulait aller à droite, il est quand même parti à droite. Et troisième chose, la vitesse n'est pas impactée. Parfois, des petites fautes, ça fait ralentir. Et si ça fait ralentir, bah, ça pénalise l'équipe qui attaque. Donc, si les 3 critères-là, ils ne sont pas impactés, c'est un no-call. C'est-à-dire que j'ai pris le risque de laisser jouer pour avoir un panier facile après, ou alors une passe ouverte, etc. etc. Bon. Est-ce que j'ai répondu à ta question ou pas, Marie-Paul? Marine-Paul. Okay. A priori, oui. Jo, je te laisse le chat, je ferme, ouvre un écran supplémentaire. Ouais, je le garde. Yes. Situation suivante. Pareil 3 fois pour que ça soit clair pour tous. Voilà le bouton. Ok, on la remet. On la remet une dernière fois, même s'il n'y a pas besoin de l'avoir 4 fois, mais. Qu'est-ce qu'on se pose comme question? Qui avance vers qui? Est-ce que le défenseur cadre les appuis? Donc déjà, si on répond à ces 2 questions, on a déjà une orientation de notre réponse. Qu'est-ce que vous répondez sur cette situation? Ou alors, est-ce que vous voulez que je la repasse? Ok, pour Hugo, le ok. D'autres avis? Hors télé. Romain Bourdeau. Ok. Pas de position légale de défense. Ok. Flop du rouge. Ok, flop. Le défenseur est en retard, donc faute défensive. Ok. Bon. On va la re-regarder. N'hésitez pas à mettre vos réponses, hein, même les non-arbitres. Hein. Pour vous, qu'est-ce que vous sifflez ici? C'est hyper important qu'on essaye de trouver une solution. C'est quoi l'évidence? Restez dans l'évidence. N'allez pas pinailler sur un déplacement d'1 millimètre du joueur.
Je vous remets la vidéo. Et je ne vous oriente pas en vous disant ça. Ah, c'est pas la bonne, c'est celle-ci. Oh là 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 là. Monsieur Wallet, Fotoff. Arnaud, Fotoff. Fotdev, Fotoff. Joe, qu'est-ce qui se dit? Alors, il y a eu une petite lignée de photos là, mais c'est assez partagé. C'est assez partagé sur les avis. Alors, on va faire quelque chose de très simple. Aucune faute. On a un no-call. No-call, ok. On va essayer de, même si on n'a pas trop le temps, on va quand même essayer de faire vivre un peu la réunion. Est-ce qu'une personne qui a sifflé Fotoff peut prendre très succinctement, ouvrir son micro et prendre la parole, s'il vous plaît? Kevin. Ouais. Ouais, vas-y. Pourquoi Fotoff? Très succinctement. Bah, pour moi, ici, le défenseur, il se déplace latéralement. Il cadre les appuis. Il fait face à l'attaquant. Et c'est l'attaquant qui vient en fait se libérer un espace en le poussant avec son bras. Donc pour moi, faute def. Très bien. Merci, Kevin. Une faute def. Quelqu'un qui a dit faute def. Allez-y, il n'y a pas de mauvaise réponse ou quoi que ce soit. On est là pour travailler, donc allez-y. Bon, il n'y a pas de courageux pour la faute def? Oui, je peux prendre la parole. Pour moi, je pense que le défenseur rouge n'est pas sur ses appuis. Ok. Alors, qu'est-ce que tu entends n'est pas sur ses appuis pour toi, avec tes mots? Si tu veux encadrer, tu veux encadrer les appuis, il faut que les deux pieds soient au sol. Pour moi, dans ce critère-là, et il n'est pas. Ok. Bon, l'objectif, c'est qu'on est tous à peu près. Merci beaucoup pour ton intervention, Philippe. L'objectif, c'est qu'on est tous à peu près. C'est pas à peu près, c'est qu'on est tous les mêmes critères. Après, la vision, les jugements, etc., on ne sera jamais tous d'accord. Moi, je vais vous donner mon avis. Est-ce que le défenseur cadre les appuis? On ne demande pas s'il a les deux appuis au sol ou pas. Est-ce qu'il cadre les appuis? C'est-à-dire, est-ce qu'il est en face de lui? Oui ou non? Globalement. Ok, il essaye, mais il est en retard. Ok. Ouais. Est-ce que... Les oui se réveillent. Ok. C'est quoi l'évidence? Est-ce que c'est un attaquant qui arrive avec beaucoup de vitesse et qui percute le torse, épaule, un peu le haut du torse du défenseur? Ou alors est-ce que c'est le défenseur pour vous qui mérite d'être sanctionné sur cette situation? L'évidence, c'est quoi? Pour le basketteur, pour n'importe qui. Quand on voit à l'image, c'est toujours facile d'arbitrer avec du ralenti. Mais pour vous, c'est quoi l'évidence ici? Faute off. Ok. On ne va pas trop traîner. Je vais vous donner, moi, ma réponse et on va rester là-dessus. On pourra en reparler après, si vous voulez, pour les critères, faire des ralentis, tout ça. Mais l'évidence ici, Kevin l'a bien expliqué tout à l'heure, le défenseur, il est en face, il fait face, il cadre les appuis. Peut-être qu'il avance un tout petit peu. Je ne suis pas au millimètre. Naturellement, quand on voit en face quelqu'un qui arrive très vite, naturellement, on a tendance à se contracter, à avancer un tout petit peu. Mais l'évidence, c'est quoi? C'est l'attaquant qui arrive très très fort, qui ne maîtrise pas son déplacement et qui fait tomber le défenseur. Ensuite, j'en ai qui disaient oui, mais il en rajoute. Eh bien, je suis d'accord avec vous. Oui et non, mais je suis d'accord avec vous. Il en rajoute. Mais ça n'empêche pas de siffler faute offensive. Après, dans ton contrôle du match, tu peux siffler faute offensive et lui dire oui, il y a faute offensive, mais je n'ai pas besoin de ton aide. Ça ne sert à rien d'en rajouter. Tu n'arriveras pas à me tromper avec un petit sourire. Mais voilà, je n'ai pas besoin de ton aide, merci. Mais ici, l'évidence, on la regarde une dernière fois, c'est clairement la faute offensive. Boum. On voit un coup d'épaule de l'attaquant. On passe à la vidéo suivante. Hop, on la repasse.
Et on la repasse une dernière fois. J'espère qu'on sera tous d'accord sur celle-ci. Ce pas forcément des vidéos très faciles, mais l'objectif, c'est qu'on soit d'accord sur des situations évidentes comme ça. Alors, off, FDF. Putain, les gars, ça commence mal là. FDF, replay. On va la remettre. Joe, qu'est-ce qui ressort? Pour la majorité, on est sur une faute défensive. Ok. On la regarde une dernière fois. Pardon. On est sur du 80-20. On va pas passer 1000 ans. Bravo, c'est très très bien. Ici, c'est faute défensive. Qui avance vers qui? C'est l'attaquant. Oui, vous avez raison. Par contre, le défenseur ne cadre pas les appuis. Le contact, il a lieu sur le côté. On a dit qu'on protégeait les tireurs ici. Il y a action de tir. Donc, c'est faute défenseur. Et c'est même dangereux. Ici, on voit que les copains, là, ils sifflent pas. D'ailleurs, je tenais à remercier Joe et Axel Louap pour les quelques vidéos en espoir. Merci beaucoup, les garçons. Donc, ici, on voit bien, quand même, vous avez vu comment c'est dangereux sur la situation? On ne peut pas ne pas siffler. No call, ouais. Bah, il y a une question sur le demi-cercle de non-charge. Alors, allez-y. Non, sur cette situation-là. Ah, sur celle où il monte au dunk? Ouais. Ok. Pour faire simple, pour vous répondre là sur le demi-cercle de non-charge, il n'y a même pas de question en fait. Étant donné que le défenseur, il ne cadre pas les appuis. Au moment du contact, le contact a eu lieu sur l'épaule, donc action de tir, systématiquement, ça sera sanctionné d'une faute. Voilà. Antisportive, non. Est-ce que c'est rude? Non. Est-ce qu'il joue le ballon? Lui, il joue rien du tout. Il essaye de défendre comme il peut, mais il n'y a pas antisportive. C'est plus l'attaquant où la chute, elle est un peu, comment on peut dire, elle est un peu spectaculaire. Ouais. Voilà. On passe à la vidéo suivante. Très très intéressante celle-ci. Je vous la passe plusieurs fois pour ceux où ça bug. Alors là, si on arrive à faire l'unanimité, je vous dis bravo. C'est pas évident. On va voir ceux qui ont un peu d'expérience, ceux peut-être un peu moins. Tu n'auras pas d'unanimité. Non, bah, clairement. C'est pas des situations faciles. Ok. DF. Les appuis ne sont pas encadrés. Tu peux remettre, s'il te plaît. Yes. Je fais un arrêt sur image au moment où j'ai envie d'arrêter, mais je le ferai après l'arrêt sur image. Joe, qu'est-ce qui est tendance? On a eu pas mal de fautes dev d'un coup, et puis là, c'est on a entre no call et fautes offensives une égalité, mais ces fautes défensives, j'ai l'impression qu'il ressort majoritairement. Bon, ok, très très bien. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Est-ce que quelqu'un veut... Allez, je vais prendre la parole. Hop. Allez, c'est qui? Denis. Enchanté, Denis. Vas-y, dis-moi qu'est-ce que tu vois. Pour moi, le défenseur se déplace latéralement. Il est légèrement en retard. Ses appuis n'encadrent pas les appuis de l'attaquant. Donc, appui non encadré, responsabilité du défenseur. Très bien, merci. Merci beaucoup, Denis. Un autre avis? Moi, je peux intervenir, Emilien? Emilien, je t'en prie. Oui. Pour moi, le défenseur, il encadre l'attaquant. Sauf que l'attaquant, il essaye d'éviter le défenseur. Donc, pour moi, il y a no call et on l'a joué. Ok, très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a action de tir, oui ou non?
première question. Ouais, Najib, Oui, Pedro. tu vas bien? Ah, Pedro, ça va et toi? Ouais, impeccable. Bah écoute, moi, sur ce que je vois, en plus, moi, c'est complètement haché, donc je vois plus ou moins bien. Pour moi, il y a deux fautes. Il y a une faute défensive parce que le défenseur, bon, il encadre bien les appuis. Par contre, il met une pression sur le bras et il n'y a pas d'action de tir. Et il y a une deuxième faute qui est offensive parce qu'on voit le coup de gauche de l'attaquant. Donc, une fois que les appuis sont encadrés, il y a un contact avec le coup de gauche sur le torse du défenseur. Mais on va dire dans l'ordre des fautes, la première faute, c'est le défenseur parce qu'il met une pression sur le bras. Donc, faute sur le bras. Et après, bah, comme l'attaquant ne contrôle pas sa vitesse, bah forcément, le défenseur placé, il y a une faute offensive. Mais si on va prendre dans l'ordre des fautes, la première faute, elle est défensive. La deuxième, elle est offensive. Très bien. Merci beaucoup, Pedro. Avec plaisir. Alors là, on va faire simple. Encore une fois, on a dit qu'on arbitrait toujours la défense. Donc, on va fixer le défenseur. On s'est posé comme question, est-ce que le défenseur cadre les appuis, oui ou non? Est-ce que le défenseur avance, oui ou non, pardon? Ici, le défenseur n'avance pas. J'essaie de vous la remettre pour ceux à qui ça bug. C'est la dernière vidéo, ensuite on passe au... Regardez bien. Voilà. Je vais essayer de faire une... Voilà. Ici, c'est parfait. Est-ce que vous voyez tous le bon... Est-ce que vous voyez tous l'appui de l'attaquant? Ici, c'est très simple. Nous, on a dit qu'on arbitrait la défense. Est-ce que le défenseur avance, oui ou non? Non, il n'avance pas. On est d'accord que c'est l'attaquant qui avance sur cette situation. Ici, à partir du moment où l'attaquant a passé ses appuis, et là, l'arrêt sur image, il est parfait. On ne peut pas faire mieux. Ici, l'attaquant a passé son appui. Donc, dès lors que l'attaquant a passé les appuis du défenseur, c'est systématiquement le défenseur qui est responsable du contact. Donc ici, faute défensive, il y a action de tir, donc N1. On accorde le panier et un lancer. Elle n'est pas évidente, hein, parce que quand tu regardes comme ça, moi j'ai regardé 2 fois, hein. Quand tu regardes comme ça, tu te dis, boum, faute off, c'est l'attaquant, il réduit, le défenseur il bouge pas, il fait face, etc., etc. Sauf que le critère de il fait face, en l'occurrence, il ne vaut plus rien ici. Parce que si vous regardez bien, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais si vous regardez bien ici, l'appui de l'attaquant, il a passé l'appui du défenseur. Donc, le défenseur est responsable. Donc, Hugo, très bonne réponse. C'est clair pour tous ou pas? On va la repasser une dernière fois. Ça, c'est des images que vous devez avoir en tête. Peu importe le niveau auquel vous arbitrez, de la départementale à la Jeep Elite, ça, c'est des images que vous devez avoir en tête. Pas facile, hein? Pas facile. Donc, bravo à tous ceux qui ont répondu correctement avec le N1. Pardon, le message a été plutôt entendu. Ouais, donc le message a été plutôt entendu. Najib, ce que je te propose du coup pour la deuxième partie, puisque du coup là on a fait tu as fait ta présentation par rapport au 5-5, c'est peut-être qu'on ouvre moins les micros aux autres, histoire de rester dans les timings, parce que je vois qu'il est déjà 8h moins 20, et qu'on par contre, voilà, les questions peuvent être posées en commentaire, et on aura un temps d'échange à la fin de la présentation 3.3, là on aura une vingtaine de minutes pour ceux qui ont des questions à poser à Najib. Très bien, on va faire comme ça. Donc on passe au soleil, j'ai dit, on passe au 3-3, un peu à tous les collègues fans de 3-3 et à tous ceux qui ne connaissent rien du 3-3. Je pense que ça peut être une intervention qui peut vous intéresser. La différence, toujours, on va parler des contacts du 3-3. Le 3-3, c'est un sport, et ça, bon, j'étais avec certains d'entre vous à l'INSEP la semaine dernière avec les équipes de France, et on disait que le 3-3, on a la chance d'avoir une discipline olympique qui évolue constamment. Donc c'est chaque année, en fonction des retours des joueurs, des coachs, des refs, de tout le monde, le sport évolue avec des nouvelles règles. Si vous regardez le 3-3 il y a 10 ans, c'était semblable à de la lutte, du judo ou de la boxe. C'était vraiment pas plaisant à voir, ça ressemblait plus à du basket. Aujourd'hui, plus ça va, plus on se rapproche vraiment du basket traditionnel, mais quand même plus spectaculaire et ça va quand même un peu plus vite. Alors,
Les règles et critères sur les contacts. Je vais vous parler du principe de l'avantage des avantages. Il est appliqué donc, sur le joueur offensif. Le joueur offensif perd clairement son équilibre et ou le contrôle du ballon en raison d'un contact excessif avec le joueur défensif. C'est-à-dire que si le joueur qui contrôle le ballon, il perd ou l'équilibre ou le contrôle du ballon, il y a faute. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas faute. Il faut qu'il y ait ou perte d'équilibre ou perte du ballon. Dans le règlement, le 3-3, c'est plutôt succinct et factuel. Le joueur défensif perd clairement son équilibre en raison d'un contact excessif avec le joueur offensif. Pareil, pour qu'il y ait faute off, il faut que le défenseur perde clairement son équilibre. On va passer aux vidéos. Normalement, ça devrait être un tout petit peu plus fluide que les situations d'avant. Ici, on regarde. Je vais éviter de faire un monologue, mais si vous avez des questions, vous les posez. Ici, en l'occurrence, les bleus attaquent le ballon, le bleu coupe, et on a un joueur en blanc. Là, Jonathan vous met les liens YouTube pour ce petit bug. Ici, c'est très simple. Faute défenseur, il tient. Il est très expérimenté parce qu'il tient, il fait tomber en même temps. Donc, dès lors qu'il tient, il fait tomber en même temps, ce sera lui le responsable. Donc, il n'a pas le droit de tenir, et encore moins si ça déséquilibre le positionnement de l'attaquant. Vous regardez ici, il le tient, et il tombe. Et souvent, les arbitres, on a tendance à se faire avoir en disant « Oh là là, il a fait tomber, le blanc tombe en premier, c'est faute off ». Non, il faut être un peu plus concentré, vigilant, parce qu'on tombe quand même avec des joueurs avec beaucoup d'expérience. Je vais vous en montrer plusieurs, après on reviendra sur les questions sur la session d'après. Là, c'est sur les fautes offensives. Bon, ça, plus ça va, moins on le voit. Hein. Mais ici, jeu, relation extérieur-intérieur. Il y a un gros câlin du numéro 5 que vous voyez ici. Clairement, il retient avec son coude le défenseur. Donc là, clairement, c'est faute off. Responsabilité AK, mais on en parlera après ça si vous souhaitez. Sur le post-up, toujours. Sur la Denis. Post-up, toujours, à l'intérieur. Ah, on l'a déjà vu ça. Toujours à l'intérieur. C'est là qu'on voit les différences, les limites entre le 5-5 et le 3-3. Voilà. Ça, on le voit, ça, vous le voyez souvent en 5-5. Mettez-vous ces images dans la tête. 3-3 ou 5-5. Ça, là, ça, tout de suite. Le rêve de queue, il doit sanctionner tout de suite. C'est plus du basket. Il tient et boum, il encercle. Le coup de sifflet vient trop tard. Le risque de ces situations-là, c'est que le joueur attaquant mette un coup de coude dans le ventre du défenseur et que ça crée une faute antisportive, une faute disqualifiante, tout ce que vous souhaitez. On va revenir sur cette situation. Parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de débutants en 3-3. Donc, je vais vous poser des questions via le chat. Très, très simple. Comment est-ce que vous gérez cette situation-là? Aujourd'hui, vous arbitrez. Est-ce que vous sifflez faute? Est-ce que vous utilisez la voix? Comment vous gérez cette situation? Vous êtes rêve de queue, arbitre de queue. Comment est-ce que vous gérez cette situation? Allez-y. Faute. Ok, Clément. Faute. Très bien. Rappel à l'ordre pour Soufiane. Ok. La voix dans un premier temps. Ok. Ok. Ouais. Faute pour Flo. Ok. Bon, la plupart du temps, c'est faute. Trop d'impact sur le jeu pour gérer à la voix. Ça, la voix, je
J'ai des réponses en privé qui. Une réponse penalty. Je pense qu'il s'est trompé de sport, le monsieur. Certain Georges. Là, la faute, c'est clairement, il faut siffler faute. Les arbitres qui arrivent à manager ça, ou les refs qui arrivent à manager ça avec la voix, c'est des refs ou expérimentés, et expérimentés, et on est en début de match. Donc, c'est prendre des gros risques. Parce que là, c'est évident de tout ce qu'il y a faute. Après, si on arrive à gérer avec la voix en mettant juste oh et que ça part tout de suite, bravo, c'est une bonne prise de risque. Mais siffler tout de suite, ça ne me dérange pas et c'est. Messieurs Bodenès, super. La voix très très bien. On enchaîne. On va passer sur la suivante. Holding, grabbing on the tenir, retenir sur le rebond. Voilà. Ça, c'est des fautes hyper intéressantes à arbitrer. Hyper intéressantes. Et pareil, ça en 5-5 ou en 3-3, c'est. Comment vous gérez ça? Comment vous gérez ça et qui doit siffler? Prendre rapidement, ok. Attez. Ok. Bon, t'as une unanimité là. Comment? Excuse-moi, Joe, j'ai pas entendu. Ok, on va repasser. Hop. Alors, sur la faute, on est d'accord, tout le monde siffle. Je vais juste revenir sur un truc, c'est sur qui siffle. Pas mal d'entre vous disent athée. À mon avis, le ref de queue, donc l'arbitre de queue, il est beaucoup mieux placé pour siffler ça. L'arbitre de tête, le ref de tête, il doit gérer, entre autres, l'action de tir, il doit gérer le numéro 7, le numéro 3, alors que le ref de queue, entre guillemets, lui, il est tranquille. Hein. Il a juste ce couple porteur à droite où il y a la lumière à gérer. Après, c'est de la mécanique, ça. On en viendra après, la méca, si vous voulez, mais. Voilà. Peu importe la méca, l'idéal, c'est que ça soit sifflé. Moi, c'est ce qui m'intéresse. La méca, ça reste un outil. Ouais. Ah oui, management avec la voix, ça, j'aime bien ça. Holding, grabbing, pareil. Tenir, retenir sur le rebond. Ça, c'est des images qu'il faut qu'on. C'est la même. Dominant dans la League Game. Protection du tireur. Ah, voilà. Pause. Sur la protection du tireur, il nous reste encore un petit quart d'heure. Sur les protections du tireur, c'est très simple. En basket, et encore plus en 3-3, je vais vous parler du 3-3, mais du 5-5 aussi, du basket en général, on doit protéger nos tireurs. C'est hyper important. Si on ne protège pas les gens qui tirent, on va détruire notre sport. Parce que notre sport, c'est un sport de spectacle, c'est un sport où il doit y avoir des paniers. Donc si le défenseur peut mettre des coups, peut pousser, peut faire ce qu'il veut sans impunité, c'est très très difficile de jouer au basket. Donc, par rapport aux protections du tireur, pareil. Qui avance vers qui? Est-ce que c'est le défenseur qui avance vers l'attaquant? Ou alors est-ce que c'est l'attaquant qui avance vers le défenseur? Ou alors est-ce que c'est les deux? Parfois, on voit le défenseur qui ne bouge pas, il y a l'attaquant qui vient et boum, qui tape dans le défenseur. Et il dit « Oh, mes fautes, mes fautes, mes fautes ». Non. Si c'est l'attaquant qui réduit la distance, ça sera l'attaquant le responsable, ça sera un no-call. Par contre, si c'est les deux qui réduisent la distance ou si c'est le défenseur qui avance, c'est faute défensive systématiquement. Quelques exemples.
On va le regarder une autre fois. Je veux bien un commentaire pour ceux qui l'ont bien vu. Faute, oui ou non? Très simple. Hein. Pour tous les shooters là qui nous regardent. Faute Def, Sébastien, Arnaud, Def, Pedro, Def, Clément, Def. Il y a que des vrais shooters ici. Hein. Très Ils sont tous d'accord. Ah non, il y a une T là. Technique? Non, on va dire qu'il y a Def. Protection du tireur. Très bien. Ça peut vous paraître hyper basique hein, comme situation, mais c'est très important d'avoir ça en tête. Très important. Qui avance vers qui? C'est le défenseur qui avance et il tombe dans les appuis de l'attaquant. L'attaquant, il ne peut pas tirer. Hein. Faute défensive. Si le panier rentre, évidemment, on accorde le panier. Voilà, il est rentré dans son cylindre. Super. Situation suivante. Toujours pareil, sur la protection du tireur. Ah, c'est la même, c'est un spécialiste. Ah. Qui avance vers qui? Bon, pour les anglophones, c'est plutôt facile parce qu'il y a les réponses. Mais donnez-moi vos réponses sans tricher. Ok, super, Juan. Def, ok. Joe, qu'est-ce qui ressort en priorité? Faute def majoritairement. Très bien. Qui avance vers qui? Encore une fois, est-ce que c'est le défenseur, l'attaquant ou les deux? Là, c'est action tir. Dans tous les cas, il faut protéger. Et là, en l'occurrence, c'est bien le défenseur qui avance vers l'attaquant. On regarde. Regardez d'où il part, le défenseur, et regardez où il arrive. Regardez les appuis. Regardez d'où il part. Là, il part de la zone à 1 point et il arrive dans la zone à 2 points. C'est quand on regarde comme ça, c'est parlant. On arbitre la défense toujours. Donc, c'est le défenseur qui avance. Regardez d'où il part. Il part de la zone à 2. Hop, à 1, pardon, il arrive à la zone à 2. Faute. Très simple. Je peux te dire très simple. C'est peut-être pas très simple pour tout le monde, mais faute défenseur. C'est ça, Ewan. Toi, le shooter, tu dois bien aimer quand on se siffle ce genre de faute. Landing space, et je vous laisse regarder. Même s'il y a la réponse, je vous laisse vous. Ce n'est pas forcément les bonnes réponses. Ici. Bon. Là, la question, c'est est-ce que le défenseur rentre dans le cylindre de l'attaquant, oui ou non? Le défenseur se retient. Excellent, Ewan. C'est très simple. Non, oui, ah. Et là, on se met d'accord. No call, faute. Je vois pas trop. Joe, il y a une majorité de no call. Il y a eu 2 ou 3 fautes défensives, mais une majorité de no call. Ok. On va la regarder une dernière fois pour se mettre. Donc la réponse c'est bien no call. Super, Françoise. Boum. Et peut-être, Najib, avant de passer sur la prochaine vidéo, si t'en as d'autres, ouais, ou juste après la dernière, juste peut-être le repréciser, comme certains sont peut-être comme toi, arbitre du 5-5 et du 3-3, peut-être comment tu passes de l'un à l'autre, puisque les curseurs sont pas forcément les mêmes. Alors, au niveau des contacts, etc. Si tu peux préciser ça, mais la regarde juste après ta dernière vidéo, si tu veux. Ouais, on la fera à la fin. Je vais juste répondre à Fiona. On a dit que c'était important qu'on soit tous d'accord et cohérents. Donc là, tu pourquoi il est parti de la zone à 2 points. Ok. Là, la question qu'il faut se poser, Fiona, on va la regarder, c'est est-ce qu'il rentre vraiment dans le cylindre du défenseur? Oui ou non? On va essayer de mettre pause. Je suis d'accord qu'il part lui aussi. Il part lui aussi de la zone à 1 point et qu'il arrive dans la zone à 2 points. Donc, tu as raison. Mais est-ce qu'il. Ah putain. Je vais essayer de mettre pause. Au bon moment. Voilà. Ici,
L'attaquant, c'est l'attaquant qui est rentré dans le cylindre du défenseur quand tu regardes. Le défenseur s'arrête au bon moment, pile poil. Il ne peut pas faire 10 cm de plus, sinon il y a faute. L'attaquant avance, mais le défenseur n'est pas rentré dans son cylindre. Voilà la différence avec l'autre, où lui, l'autre, il rentre clairement dans son cylindre et ça gêne le tir. Après, ces vidéos-là, c'est des vidéos quand même de très haut niveau de 3-3. Donc, en situation normale, sur un tournoi Open Start, s'il y a une faute de sifflet sur cette situation, et tu me donnes le critère que les deux avancent, ça peut me paraître OK. On va voir le temps, est-ce qu'il y a des pick and roll? Ouais, on va quand même accélérer un peu. Je vais juste vous montrer une situation de pick and roll. Et ensuite, on va faire les questions-réponses une fois. Ça, que ça soit 3-3, 5-5, depuis d'Europe de l'État. Ça, c'est arbitré de la même manière. Sur les fautes offensives, il n'y a pas de... C'est arbitré de la même manière. Boum. Faute off du pic. OK, parfait. Au moment, bon là, il n'y a même pas besoin, je pense, d'argumenter, mais au moment du contact, le défenseur, au moment de rouler, là, au moment d'ouvrir, il pousse. Le défenseur ne peut plus défendre. Faute off. Super fin. Alors, la différence entre le 5-5 et le 3-3, notamment dans le contrôle du match, c'est le flopping. Le flopping, aujourd'hui, en 5-5, enfin l'exagération, vous avertissez. Faites ça, c'est la gestuelle conventionnelle. Flopping en 5-5, ça peut être faute technique directe. Flopping dans le règlement, c'est pas de contact. Pas de contact, ça peut être sanctionné directement. Au 3-3, que ce soit ou le flopping ou l'exagération, c'est sanctionné directement d'une faute technique. Il n'y a aucun avertissement. Donc, je vais vous montrer un clip. Bon, c'est un clip quand même exagéré, mais ça n'a pas été forcément bien arbitré. C'était sur Coupe du Monde des moins de 18 ans. Ça va vous faire rire, mais comme quoi, il faut qu'on ait ces images en tête. Je ne sais pas si vous la voyez de la même manière que moi, mais on voit l'attaquant ici, il n'y a aucun contact et il simule comme jamais. Voilà. Ça, le panier est rentré, donc il faut accorder le panier. Ouais, James Harden, c'est exactement ça. Mais James Harden, il a des fautes. Hein. Là, en l'occurrence, il n'y a rien du tout. Donc ici, simulation, c'est même pas aussi simulation, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de contact. En 3-3, la différence avec le 5-5, c'est faute technique directement. Il n'y a pas d'avertissement. Voilà. Le ballon est en l'air. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Vous réparez comment ça? Est-ce qu'il faut accorder oui ou non au panier? Le joueur qui floppe, mais marque. Le ballon est en l'air. Technique instantanée. Il faut accorder le panier. Très très bien. Romain, tu as bien révisé. Hein. Panier accordé plus faute technique. Panier accordé plus faute. Super. Regarde, moi aussi, j'ai des noms de spécialistes sur ce sujet. Mais là, c'est plutôt mal fait quand même. Arnaud, pareil, super. Ishan, très bien. OK. Alors ça, pareil. Ça, c'est la dernière situation. On arrive à temps. Juste pour répondre à Erwan qui dit quand la même chose en 5-5, sur ce genre de simulation où il y a vraiment zéro contact et là sur la triche il y avait un problème de timing, tu peux mettre la faute technique sans avertissement, il n'y a aucun souci. Ouais. En gros, Erwan, et c'est une très bonne remarque, hein, c'est une très très bonne remarque. En gros, tout ce qui va te polluer sur ton match en 5-5 et une triche comme ça tellement évidente, même si c'est le premier quart-temps, il faut que ça soit sanctionné d'une faute technique. Pourquoi? Parce que c'est de la triche. C'est quelqu'un a triché là en l'occurrence. C'est pas un contact qui est exagéré parce que parfois tu prends des coups, tu exagères un peu, tu essayes de.
n'essayes pas forcément de provoquer l'arbitre, mais tu essayes de protéger aussi pour pas te blesser, etc. Mais là, en l'occurrence, un flop comme ça, c'est sanctionné directement d'une faute technique. Dernière situation sur le jeu hors ballon dans le contrôle du 3-3 et en 5-5 aussi. Pourquoi on vous dit de jamais d'arrêter de regarder le ballon? Regardez, boum. Quand les deux regardent le ballon, et je passe un petit message à certains collègues de l'INSEP qui étaient à l'INSEP avec moi ce week-end. Quand les deux regardent le ballon en même temps, regardez ce qui se passe avec des joueurs d'expérience. Un coup dans le ventre ou un peu plus bas, hein, ça c'est faute disqualifiante, directement. C'était l'arbitre ici, il a pris faute, il a très bien arbitré. Par contre, il n'a pas tous les éléments. Il siffle faute parce que bon, il a vu qu'il y avait quelque chose, il a énormément d'expérience, mais il n'a pas tous les éléments. Ici, c'est faute disqualifiante parce que c'est pas du basket. Je pense que c'est clair pour tous. Et ça, je tenais à mettre un tout petit message en plus de tout ce qu'on a pu voir, que ce soit valable pour le 5-5 ou le 3-3. Pour les Bretons, je sais que Joe est hyper exigeant avec vous sur la mécanique, sur tout ça. Il a raison. Mais gardez un truc en tête. Et ça, c'est un peu ma philosophie. En fait, la mécanique, ça reste un outil. Ça reste un outil pour bien arbitrer. Donc, ça rejoint ce que je dis, la recherche proactive d'un angle ouvert vous aide à prendre une meilleure décision. Un arbitre qui a fait un très bon match, on ne pourra jamais lui reprocher une mauvaise mécanique. Ou alors, c'est vraiment qu'il n'y a rien à lui dire. Donc, la recherche proactive d'un angle ouvert vous aide à prendre une meilleure décision. Essayez d'être toujours bien placé pour bien arbitrer. Voilà. C'est pour ça qu'on est exigeant avec vous sur la mécanique, c'est juste pour être bien placé, pour bien juger. C'est tout. Joe, I think it's good. Yes, merci Najib. Du coup, on va voir les questions. Si tu veux déjà, tu sais, par rapport à la question que je t'ai posée tout à l'heure, par rapport au curseur, on se dit souvent que voilà, au 3-3, on laisse beaucoup plus jouer. Il y a cette notion, cet esprit 3-3. Est-ce que toi, tu as des repères à donner par rapport à ça aux arbitres et comment toi, tu fais la bascule aussi du 3-3 au 5-5? Alors, moi, comment je fais la bascule? Je vais bon, ça fait un peu prétentieux, mais je vais commencer par comment je fais moi et ça sera plus facile après pour enchaîner. Comment j'arrive à faire la bascule, moi, entre le 5-5 et le 3-3? C'est pas évident parce que toute la saison, j'arbitre à chaîne en 5-5. Et quand j'arrive sur le 3-3, sur les compétitions internationales, je sois prêt tout de suite. Parce que les copains, là, ils vont pas m'attendre à ce que je sois... ils vont pas m'attendre. Il faut que je sois prêt tout de suite et efficace et bon. Comment est-ce que j'arrive à faire la bascule? Je dis toujours qu'on a tous une carte, enfin pour ceux qui ont le double cursus, hein. Je viens de voir qu'il y a Gilda Lalouer. Salut Gilda. Tous ceux qui ont le double cursus, on a une carte SIM 5-5 et on a une carte SIM 3-3. C'est-à-dire que dès lors que tu arrives sur un terrain de 3-3, tous tes repères de 5-5, tu les laisses chez toi, à la maison. On n'en a pas besoin sur le 3-3. Et vice-versa. Moi, comment je me prépare, c'est beaucoup de vidéos. Ça fonctionne que par la vidéo. Beaucoup de vidéos. Et c'est un travail. Je travaille toute l'année sur le 3-3, déjà pour ne pas perdre la main, pour essayer de faire les plus grandes compétitions possibles. Mais on bouffe de la vidéo, on essaye d'aller voir des terrains, on essaye d'aller voir les équipes nationales. J'ai la chance de pouvoir aller accompagner les équipes nationales qui s'entraînent ou en préparation. Donc ça passe par ça. Mais quand tu arrives sur un terrain de 3-3, il faut que tu te mettes à l'esprit que tu n'es pas l'arbitre en pantalon voilà, tu n'es pas l'arbitre 5-5 qu'on connaît tous, mais tu es plus là pour être un facilitateur de jeu. Voilà. Tu es là pour que le match ça soit un spectacle, tu es là pour protéger l'intégrité physique des joueurs et tu es là pour prendre les évidences et protéger les tireurs. Si tu as compris ça, tu vas faire des bons matchs. Et on a des exemples ici de gens qui ont très très vite progressé et en très peu de temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont capté ce truc-là. Tu laisses tes fondamentaux, les fondamentaux, ils sont communs aux deux, la mécanique, les coups de sifflet, le body language, etc. Par contre, tout le reste, tu laisses à la maison. Le 3-3, c'est il y a moins de règles, il faut moins se prendre la tête, mais être encore plus rigoureux parce que
a une importance, à mon avis, encore plus forte sur le jeu que dans le 5-5. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, hein, je les répercute à Najib. Et du coup, quelles images tu dois te débarrasser du 5-5 avant, quand tu disais, voilà, tu restes ta carte aussi le 5-5, quel est le plus important dans Quand la tu arrives sur le 3-3. Quand tu arrives sur le 3-3, ouais. Le plus important, c'est ne pas tomber dans l'excès. Souvent, c'est ce que je me rends compte. Tu vois, on a eu le cas là, il y a pas longtemps où parfois on n'est pas prêt à avoir autant d'intensité, autant de contact. Parfois, on est surpris par une situation et après, on arrête d'arbitrer. Et en gros, moi, les arbitres que j'ai en formation sur le 3-3 ou que je rencontre sur le circuit, je suis hyper exigeant avec eux. Pourquoi? Parce que notre sport en a besoin. Et en 10 minutes, en 5-5, on te dit si tu fais 3 erreurs, 4 erreurs dans un match, tu es un bon arbitre. En 3-3, allez, tu as droit à une erreur sur 10 minutes. Si tu en fais plus d'une, il faut que tu continues de travailler. C'est que tu n'es pas encore au niveau. Ou du moins, tu arrives d'être dans son. En forme, mais voilà. Monsieur Baudenès dit que pour lui, la principale différence, c'est l'utilisation de la voix et une meilleure acceptation des joueurs. Ah ben, tout à fait. Et ça, c'est un élément hyper important. Pour les personnes que j'ai pu avoir à l'INSEP, vous avez vu que je vous ai cassé la tête avec la voix. C'est hyper, hyper, hyper important. Aujourd'hui, sur le circuit français, il y a encore des joueurs qui ne maîtrisent pas forcément très bien le règlement. Et donc déjà, vous, en tant que ref, vous devez maîtriser le règlement et vous devez user de la voix. Tout à l'heure, j'ai bien aimé les mecs qui essaient de faire du game management sur le rebond avec la voix. Enlever le sifflet, parler. Si vous arrivez à faire ça en 3-3, déjà, ça sera beaucoup plus accepté par les joueurs. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de fair play en 3-3 qu'en 5-5. Et vous aussi participez au développement du sport 3-3 en étant aussi des acteurs factuels, quoi. C'est-à-dire que tu siffles, tu es pédagogue, après tu passes pas ton temps à discuter. Hein. Mais après, je vais faire la différence entre le 3-3 entre guillemets haut niveau et le 3-3 grand public. Mais sur le 3-3 grand public, il ne faut pas hésiter à user de la voix, à être des facilitateurs de jeu. Et ce mot-là, il est hyper important pour moi parce que ça représente bien le ref 3-3. Merci. Écoute, pour l'instant, ils sont timides au niveau des questions. Une grosse différence aussi pour répondre à Françoise. Hein. On arbitre en short. Hein. Et quoi qu'on dise, le fait d'être en short, c'est notre rôle. Voilà. Automatiquement, ça nous fait changer de carte SIM, comme je vous disais. Ça nous passe aux routines qu'on peut avoir en 5-5. Allez-y, posez vos questions, hein, que ce soit surtout sur les critères, sur le fonctionnement, sur la film, sur le 3-3, voilà. Il y a une question sur le travail vidéo, comment il te sert et est-ce que tu découpes beaucoup les situations. Coupez vos micros du coup s'il vous plaît parce qu'il y a des bruits parasites un petit peu. Ouais, merci. Sur le travail vidéo, honnêtement, celui qui veut progresser, et pour moi c'est l'outil principal, c'est de la vidéo. Le meilleur moyen de progresser, c'est de se regarder. Est-ce que je découpe beaucoup? Moi, oui, je découpe beaucoup parce que déjà en arbitrage 5-5 à chaîne, après chaque match, on se doit de découper nos matchs et clipper les situations les plus intéressantes. En 3-3, on en fait énormément. On fait beaucoup de vidéos. Je découpe moins, moi, à mon niveau, mais on fait énormément de vidéos. Et il n'y a que comme ça que j'ai progressé, que j'ai pu atteindre les plus grosses compétitions internationales, c'est en faisant de la vidéo. Si toute l'année, tu n'as pas forcément de matière pour aller arbitrer, ce qui est un peu moins le cas maintenant, mais ce qui était le cas moi quand j'ai commencé, mais tu bouffes de la vidéo. Il n'y a que comme ça que tu vas progresser. Et pas que des vidéos de toi. Hein. Là, la semaine dernière, un gars il me dit oui, mais toi tu passes à la télé, mais moi je passe pas à la télé, j'ai pas de vidéo. Mais je m'en fous. Je lui dis ok, t'as pas de vidéo de toi, dommage, ça arrivera, mais prends des clips de n'importe qui. Prends la finale de la Coupe du Monde, clip, et mets-toi des images dans la tête. Il n'y a que comme ça qu'on progresse. Voilà, Joss. Alors Léa qui pose la question par rapport au Covid, ça va donner quoi cette année? Alors pour l'instant, la Super League elle est planifiée. Hein, je réponds à Najib. Le calendrier il est sorti. Hein, donc les Open Plus ils sont du 8 mai au 4 juillet avec l'Open de France 16-17 juillet.
et c'est comme tout, c'est la grande incertitude. Pour l'instant, c'est planifié, donc on va partir du principe où on aura repris d'ici là, et puis on a bon espoir. Autant on a plus de doutes sur la reprise du 5-5 cette saison, mais pour le 3-3, on va dire que ça va démarrer aux dates prévues. Et puis dans chaque ligue, il y aura les open start qui vont s'organiser aussi. Pour les Bretons, je rappelle qu'on a 2 open plus en Bretagne cette année. On a Brest et Rennes au mois de juin. Il y a beaucoup de place. Ouais. Et juste pour compléter un peu ce que tu dis, Joe, on a la chance d'avoir une activité en extérieur. Et l'année dernière, il y a pu avoir des étapes d'Open Plus en respectant les conditions. Après, moi, j'y crois fortement. Et au pire des cas, ça pourrait être un circuit à huis clos. Donc, continuer à bosser. Il va y avoir des matchs arbitrés. Et en Bretagne, tu l'as dit, il y a pas mal de taf. Ouais, quoi faire. Alors, j'ose pour les clips 5.5, donc comme j'ai répondu tout à l'heure, donc on va mettre cette présentation en ligne. Il y aura tous les clips qui seront, vous aurez le PowerPoint qui sera joint et tous les clips qui seront disponibles en lien. Est-ce qu'il y aura des stages, Clément, d'arbitre cette année? Alors j'ai envie de te dire, des stages en présentiel, on espère, on verra. Nous, on a déjà eu quelques-uns, mais on espère tous pouvoir revenir et se retrouver rapidement. Ouais. Par rapport au stage, bon, ça c'est Joe, tu l'as bien répondu, hein, c'est toi qui gères cette partie. Mais l'idée, c'est qu'il y en ait, j'espère. Nous, la Fédé, on va pousser pour en avoir, mais je sais qu'il y a déjà, par rapport au 3-3, il y a des stages, entre guillemets, intensifs pour les rêves 3-3 qui sont prévus dans le sud de la France et dans l'ouest de la France. Je sais, voilà, pour la Bretagne, en tout cas, on travaillera avec Jérôme, qui est le référent chez nous sur la formation des REF 3-3, pour que sur les Open Start qui puissent avoir lieu en amont, on puisse faire des formations, si ça joue, qu'on puisse faire aussi des formations terrain avec les REF. Il y a une question personnelle qui te demande si tu vas au JO, monsieur Najib. Alors, pour les JO de Tokyo, malheureusement, non. Mais j'espère aller au JO de Paris et c'est mon objectif premier. Il y a plein d'éléments d'ici là qui peuvent se passer, mais l'objectif c'est d'aller aux Jeux Olympiques de Paris à la maison et de faire une finale ou pas. Si à l'équipe de France je préfère faire une finale, c'est l'objectif. Alors Najib, je pense que toi, ta réponse sera plus complète que la mienne là-dessus. Il y a une question de Kevin sur qui peut arbitrer sur les Open Plus. Il parle de l'Open Plus de Brest, mais globalement, qui peut arbitrer sur les Open Plus? Kevin qui? Hein? Oui, c'est ça. Bah, pas lui. Qui peut arbitrer sur les Open Plus, Kevin? Aujourd'hui, il y a 2 filières. Il y a la première. La Fédé désigne systématiquement 6 refs, 6 arbitres. Donc, les arbitres désignés par la fédération, c'est des arbitres qui sont reconnus par la Fédé, donc qui ont pu faire des e-learning, qui ont été vus ou par le pôle formation, ou par le pôle 3-3, ou par moi à l'époque. Ça, c'est première chose. Ensuite, deuxième chose, je pense plus pour toi, Kev, les profils comme toi, c'est les arbitres locaux. Chaque organisateur, donc ici, ça peut être la Ligue, enfin, il y a plein de personnes qui peuvent proposer. Voilà, on peut proposer, en plus des 6 arbitres, 6 refs désignés par la Fédé, minimum 2 refs locaux. Donc tu peux faire partie de ces refs locaux et tu seras traité de la même manière que les refs désignés par la Fédé, par le manager d'organisation. C'est ça, je rappelle, hein, nous on avait mis en place l'année dernière, avant que tout tombe et d'avant, des formations, notamment à Brest. Sur l'Open où tu étais venu, d'ailleurs l'Open Start où tu étais venu, Najib, où on avait fait des formations sur la place. En plus, Kevin, tu as un profil Ref 3-3 hein, en plus. Hein. Tu serais pas comme ton frère, tu seras un bon Ref 3-3. Alors, il y a une question en ce qui concerne la bascule 5-5-3-3. Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. C'est pas facile parce que, surtout quand tu arbitres beaucoup en 5-5, c'est qu'il faut vite casser ce rythme et être capable de basculer en 3-3. Mais ça, c'est avec l'expérience aussi. Hein. C'est avec le temps. Tout le monde y arrive, mais il faut un peu de temps.
faut faire des conneries, faut siffler des fautes en 3-3, faut faire le shérif en 3-3 et après tu te rends compte que c'est pas ça et après tu t'adaptes. Mais c'est pas facile. Je ne veux pas vous dire que c'est facile. Alors, il y a Pedro qui partage aussi son expérience sur le sujet. Alors pour ceux qui demandent des places, vous négocierez en privé avec Najib. Des places pourquoi, je ne sais pas. Pour les JO, je pense. Ah. Ok. On verra ce message. Et ben, s'il n'y a plus de questions, tu préfères arbitrer en 3-3 ou en 5-5, te demande Ewan. Et Ewan, il veut que j'ai des problèmes, Ewan. Il te répondra plus tard. Non, je peux te répondre, j'ai aucun problème avec ça. Moi, je préfère clairement arbitrer en 3-3. J'ai des objectifs de carrière bien définis en 3-3, mais je reste quand même un arbitre de haut niveau en 5-5 avec toute la rigueur que ça demande et que ça implique. Mais mon cœur bascule clairement pour le 3-3. Riyad aussi, on veut. Est-ce que le fait d'arbitrer en 3-3 fait de toi un meilleur arbitre 5-5 te demande Fiona. Oui, et pas que de moi. Tous les refs là, que j'ai pu côtoyer sur le meilleur niveau 3-3 en France ont tous progressé en 5-5. Pourquoi? Parce qu'on a des aptitudes différentes, on est un peu plus pédagogue. Léa, tu peux en témoigner, bah, t'en parles. Tu vois. Mais le 3-3, il va beaucoup t'aider dans le sens où déjà, tu vas peut-être un peu plus laisser jouer en 5-5. On commence à arbitrer au niveau 3-3. En 5-5, on a tendance à tout siffler. C'est un vrai shérif, celui-là. Le fait de passer un peu sur le 3-3, on analyse un peu mieux le jeu et on est un peu plus souple après par la suite. Surtout sur la gestion des contacts, c'est ça. Ok. Ça répond à la question. On regarde, on attend 2 petites minutes, savoir s'il y a d'autres questions. Sinon, pas de problème. Il va pour demander des places aux Jeux Olympiques, il y a du monde, hein. Mais pour poser des questions techniques, les gars. Alors Philippe, la prochaine session, c'est de formation, je suppose. Pour l'instant, c'est une bonne question. Hein. On est toujours dans l'attente un petit peu de savoir comment les choses évoluent. Et ça sera, en tout cas, les formations, je parle de la Bretagne, elles auront lieu forcément quand il y a des supports. Donc, s'il y a une formation 3-3, c'est qu'il y a un open start. Très bien. Les conflits entre joueurs se gèrent de la même manière en 5-5 et en 3-3, on te demande. Non, c'est différent, Hicham, parce que en 5-5, on a souvent un relais qui peut être ou le capitaine ou le coach. Et la relation avec les joueurs n'est pas la même. Donc, on a d'autres relais. En 3-3, il n'y a pas de relais, il n'y a pas de coach, enfin, il n'y a pas de coaching, que 3, voire 4 joueurs. Et en gros, je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de respect et de convivialité, donc on arrive à se faire respecter beaucoup plus facilement en 3-3 qu'en 5-5. Pour plein d'autres raisons aussi, mais c'est beaucoup plus facile de gérer du 3-3, on le gère différemment, on le gère un peu plus, on va dire à l'amiable. Il y a beaucoup moins de fautes techniques pour comportement en 3-3 qu'il peut y avoir en 5-5. Ou en 5-5, c'est oui, la prochaine fois, c'est faute technique. En 3-3, ça n'existe pas. En 3-3, si ça conteste, c'est écoute, laisse-moi arbitrer et occupe-toi de ton travail, de ton jeu. Et généralement, ça se passe très bien. C'est plus simple en 3-3. Très bien. Eh ben, écoute, ça a l'air d'être calme niveau questions. Donc, en tout cas, moi, je te remercie, Najib, pour ton intervention de ce soir et ta disponibilité. Ewan, est-ce qu'il y a des tournois 3-3 pour les jeunes? Ça va être organisé localement. Hein, donc, ça, il y a la Junior League, il y a la Junior League 3-3. Je pense que c'était sa question. Il y a la Junior League 3 qui va vite arriver avec un bel Open de France 3-3 aussi pour les moins de 18 ans. Donc, je me demande si on connaît le site pour les vidéos. Alors, ça sera si c'est les vidéos de ce soir, ça sera sur le site de la Ligue, puis sur les Facebook, etc. Là où vous avez vu pour l'événement de ce soir, que ça sera disponible. Donc, sinon, sur c'est de la Ligue de Bretagne, tu trouves facilement sur
sur les moteurs de recherche. Et Open vétéran, pas encore, je crois. En championnat, il y a un championnat plus de 35 ans, mais je crois pas dans le Finistère. Ça marche. Bon, en tout cas, merci à toi, Najib. Et puis, merci à tous. Merci à tous d'avoir suivi l'intervention ce soir. Prenez soin de vous et puis on espère se retrouver très bientôt. Merci Jonathan et merci à tous. Salut Pierre-Yves, salut à toutes les personnes. Merci Jonathan, merci Najib. Avec plaisir Pedro. Merci.